Une lettre scellée. Un héritier disparu. Et un héritage imprégné de secrets. Bienvenue sur Détective Éternel, je suis votre hôte Henri. Développons cette famille d'amateurs de mystères, commentez ci-dessous et dites-nous d'où vous nous écoutez. Vos commentaires donnent vie à cette histoire. Kamenkins. C'était un samedi de début juin, sous un soleil rare, que se déroulait le déjeuner annuel du Saint-Marie Mead Garden Club sous les arches de rosiers soigneusement taillés de Rosewood House, la plus majestueuse propriété du village. Propriété de la redoutable mais solitaire Madame Isadora Galbraith, le domaine n'avait pas ouvert ses portes au public depuis près de 10 ans, ce qui faisait de l'événement de cette année un événement exceptionnel. Les préparatifs avaient été impeccables. Des tentes en toile rayée ombrageaient des tables à tréteaux, garnies de couverts polis et de centres de tables floraux. Les villageois déambulaient dans les jardins, coiffés de chapeaux pastels et de costumes en lin, tenant en équilibre de délicates assiettes en porcelaine contenant du saumon poché et des sandwichs au cresson. Le vin coulait à flots, les rumeurs allaient bon train et les abeilles bourdonnaient comme par magie. Miss Marple, assise à côté du révérend Harmon, près de la bordure de la pelouse centrale, sirotait tranquillement sa limonade. Sa robe bleu pâle et son chapeau de paille étaient discrets, mais rien ne lui échappait. Elle observait un groupe de dames ricaner derrière leurs mains gantées, leur regard se posant sur la silhouette imposante de leur hôtesse, debout sous le plus grand if, le visage aussi sévère que la ligne de sa robe de soie sombre. « Je dois dire, » murmura le vicaire, « que Madame Galbraith s'est surpassée. Je n'aurais jamais cru qu'elle laisserait entrer autant d'étrangers sur sa pelouse. » « dit Miss Marple. « Je me demande ce qui l'a convaincu d'ouvrir ses portes maintenant, après si longtemps. On ne reçoit pas tout le village sur un coup de tête. Pas Isadora Galbraith. » La femme en question, grande et droite pour ses 80 ans, avait tourné son regard de faucon vers un jeune homme qui s'attardait au bord du jardin. Il portait une veste froissée, ses cheveux noirs étaient trop longs pour un villageois et son regard trop agité. Un Londonien, à en juger par son apparence. Personne à Saint-Marie-Mead ne l'avait jamais vu auparavant, et c'était peu dire. « Ce n'est pas le neveu du notaire ?» demanda Madame Banbury-Scott à la table voisine, à voix basse. « Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Il est à Rosewood depuis près d'une semaine. Horaire décalé. Il arrive toujours après la tombée de la nuit. »« Je croyais que c'était l'héritier de Madame Galbraith, » expliqua Mademoiselle Hartnell en regardant la pelouse en plissant les yeux. « Son petit-neveu, ou quelque chose comme ça. Un lien avec la sœur du défunt colonel Galbraith. » Le regard de Miss Marple s'attarda brièvement sur le jeune homme avant de se porter sur la femme à ses côtés, aux traits anguleux, vêtue d'un foulard de soie, et bien trop élégante pour la campagne. Elle affichait l'élégance légèrement dédaigneuse d'une personne habituée aux voitures particulières et aux assistants personnels. « Je crois qu'elle s'appelle Carlotta, » murmura Miss Marple. « Italienne, du moins c'est ce qu'a affirmé Madame Price Ridley à la poste. Mais je soupçonne une Espagnole. » À cet instant, un léger bruit interrompit le brouhaha des conversations. Un plateau d'argent rempli de petits fours était tombé sur les marches de pierre de la terrasse. Une des jeunes servantes, rouge et mortifiée, se pencha pour les récupérer. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Isadora Galbraith traversa la terrasse en quelques enjambées rapides et siffla quelque chose à l'oreille de la jeune fille. La servante s'enfuit dans la maison, abandonnant le plateau brisé. « Eh bien, » murmura le vicaire en s'éclaircissant la gorge, mal à l'aise, elle n'a pas changé d'un iota. Miss Marple ne dit rien. Ses doigts étaient toujours autour de son verre de limonade, mais elle n'avait pas bu une gorgée depuis l'incident. Elle observait la vieille femme, la pâleur soudaine du visage d'Isadora Galbraith, la crispation de sa mâchoire, le léger tremblement de sa main tandis qu'elle lissait les plis de sa robe. Quelques minutes plus tard, le déjeuner reprit son rythme paisible. Les conversations reprirent. Les plats furent débarrassés. Miss Marple se leva lentement, saluant gracieusement ses voisins, et se dirigea vers le coin le plus éloigné de la roseraie où les pivoines avaient commencé à fleurir. Elle était à mi-chemin du chemin de gravier lorsqu'elle l'entendit,
un seul cri aigu, suivi du fracas de la porcelaine. Des halètements résonnèrent dans le jardin. Mademoiselle Hartnell s'est complètement évanouie. De la terrasse arrière parvint un bruit de pas précipités. Puis une voix, paniquée et stridente. « Appelez la police. Quelqu'un, s'il vous plaît. Elle est morte. » En quelques instants, l'ordre paisible de Rosewood House avait été remplacé par le chaos. Le corps de Madame Isadora Galbraith gisait, recroquevillé, dans le salon, son teint intact, les yeux grands ouverts sous le choc. Et à côté de sa tasse, Miss Marple se souviendrait plus tard, gisaient les restes d'un macaron rose, cassé en deux, la crème à l'intérieur tachée d'une couleur légèrement terne. Au moment où le gendarme arriva de Mush Benham, tout le village s'était rassemblé aux portes. Et à l'intérieur de Rosewood House, Miss Marple retira tranquillement ses gants, les plia et les glissa dans son sac à main. Elle en avait déjà assez vu pour savoir, ce n'était pas une mort naturelle. Dimanche matin, le village de Saint-Mary-Mead était devenu un chaudron de spéculation. La nouvelle du décès soudain de Madame Galbraith s'était répandue plus vite que le dernier sermon du pasteur. Pas une maison de la Grand-Rue, pas un cottage au bord du sentier menant à East-Denay n'était épargné par le flot constant et bourdonnant des ragots. Le boucher, la receveuse de poste, et même le docteur Haddock, d'ordinaire imperturbables, se retrouvèrent interrogés, interrompus et chuchotés. Au cœur de tout cela résidait le mystère. Comment une femme aussi autoritaire et en bonne santé qu'Isadora Galbraith, qui présidait la veille un déjeuner avec une autorité glaciale, avait-elle pu mourir subitement dans son salon, sans prévenir? Une crise cardiaque, suggéraient certains. Un poison, murmuraient d'autres. Une mauvaise préparation de crème, proposait la toujours théâtrale Madame Price Ridley. L'affaire serait peut-être restée une curiosité, s'il n'y avait pas eu un seul murmure accablant qui a commencé à la limite des quartiers des domestiques de Rosewood et s'est retrouvé dans chaque salon en 12 heures, que la vieille femme avait changé son testament. Miss Marple, quant à elle, resta silencieuse. Elle passa son dimanche matin comme à son habitude. Une marche lente jusqu'à l'église, où le révérend Harmon fit une allusion solennelle, quoique légèrement théâtrale, souffrance récente dans notre village, suivie d'un thé au presbytère. Elle ne posa aucune question directe et n'exprima aucune opinion. Mais tandis que la femme du pasteur versait la deuxième tasse et parlait du dérangement à la femme de chambre de Madame Galbraith, une jeune fille nommée Elsie qui n'avait pas arrêté de pleurer depuis l'incident, Miss Marple fit gentiment remarquer. Ce sont souvent les domestiques qui voient le plus, même si on leur pose rarement les bonnes questions. En fin d'après-midi, le sergent Cornish, de la police du comté, arriva à Rosewood, suivi d'un officier subalterne et d'une pile de carnets. C'était un homme pratique, compétent, mais qui avait tendance à se laisser influencer par ce qui paraissait ordonné et pratique. Et dans le salon de Rosewood, il trouva beaucoup de choses qui, à première vue, semblaient présenter un récit assez simple. Selon le rapport initial, Madame Galbraith avait pris son thé peu après le départ des convives. Le personnel a confirmé qu'elle avait demandé à être laissée tranquille. Son corps a été découvert 30 minutes plus tard par Carlotta, qui était revenue récupérer une écharpe oubliée. Le plateau de thé, encore à moitié plein, ne présentait aucune trace d'altération. Le seul macaron restant avait été jeté avant l'arrivée de la police, emporté avec les débris de porcelaine dans la confusion initiale. Le médecin légiste, appelé en toute hâte de Barchester, a déclaré que la cause du décès était un arrêt cardiaque, mais avec la vague réserve qu'un rapport toxicologique serait prudent. C'est sans doute naturel, dit le sergent Cornish ce soir-là dans le salon du presbytère, où un groupe de villageois respectables s'était réuni pour échanger tranquillement des pensées autour d'un thé et d'un gâteau aux graines. Mais vu les ragots et les jeunes de cette maison, eh bien, il est toujours bon d'être minutieux. Miss Marple, assise près de la fenêtre, son tricot à la main, leva les yeux de ses aiguilles et dit doucement, « C'est étrange qu'elle décède maintenant, juste après avoir invité le village chez elle. Un événement si inhabituel pour elle. » Madame Banbury Scott, S.E. Pensha in Avant.
Vous ne pensez pas que c'était un meurtre, n'est-ce pas, Miss Marple? Oh non, dit Miss Marple avec un sourire aimable. Ce serait tout à fait déplacé de suggérer cela. Mais c'est curieux, vous ne trouvez pas, qu'on entende parler d'un testament modifié et que la mort suive si vite? Le groupe tomba dans un silence pensif. Lundi, les nuages et le vent frais apportèrent de nouvelles spéculations. Monsieur Reeves, l'avocat local, confirma qu'il était venu à Rosewood House une semaine auparavant, sans toutefois préciser la nature de sa visite. Cependant, selon sa secrétaire, les papiers avaient bel et bien été rédigés. Il a dit que c'était une révision, a dit la jeune fille à sa cousine, qui a immédiatement prévenu l'épicier, qui l'a dit au laitier, qui a informé mademoiselle Hartnell de son côté. Apparemment, quelque chose à voir avec son petit-neveu. L'equal, demanda Miss Hartnell. Le seul que je connaisse, c'est ce type de Londres, Lucas quelque chose. Un peu bohème, sans profession fixe. Et cela, bien sûr, a encore déplacé la discussion. Le mardi, le village était divisé en 3 camps distincts. Le premier pensait que Madame Galbraith était morte naturellement, poussée par l'âge et le tempérament. Le deuxième soutenait qu'elle avait été empoisonnée, probablement par quelqu'un cherchant à tirer profit du testament supposé. Et le troisième, plus théâtral, insistait sur le fait que sa mort était l'aboutissement d'une longue querelle familiale, possiblement liée à des espions, des secrets de guerre ou des liaisons. Miss Marple observait tout cela en silence, chez le marchand de légumes, à son atelier de tricot du mardi, à la poste. Elle ne posait pas de questions pointues, mais écoutait. Elle apprit que Lucas Galbraith avait été vu en train de se disputer avec Carlotta dans la roseraie la veille du déjeuner. Que la femme de chambre, Elsie, avait apparemment entendu Madame Galbraith parler sèchement au téléphone à quelqu'un au sujet de retard judiciaire. Que Carlotta avait reçu des lettres timbrées en France. Mais le plus intrigant fut que Miss Marple apprit par la fille du drapier que Madame Galbraith avait commandé une nouvelle robe de deuil 3 jours seulement avant sa mort. Lorsqu'on lui en avait demandé la raison, elle avait simplement répondu « Il faut se préparer à l'inévitable ». Même aux autres. C'est curieux, fit remarquer Miss Marple plus tard dans la journée à sa vieille amie, Miss Weatherby, autour d'un thé. Se préparer à la mort de quelqu'un d'autre avec autant d'assurance. À moins de savoir qu'elle allait arriver, ou de l'avoir voulu. Mademoiselle Weatherby cligna des yeux. Vous dites qu'elle préparait quelque chose elle aussi. Oh non, dit Miss Marple en remuant doucement son thé. Pas exactement. Mais je me demande si elle avait des raisons de croire que le malheur de quelqu'un d'autre était imminent, peut-être quelque chose qu'elle allait révéler. Quelque chose du passé, peut-être. Vous savez comme ces secrets ont tendance à s'envenimer dans des villages comme le nôtre. Alors que le jour déclinait et que les ombres s'étendaient sur les haies du jardin, Rosewood House restait fermé par ordre officiel. Lucas n'avait pas été revu depuis le lendemain de la mort de sa grand-tante, bien que Carlotta ait été aperçue à 2 reprises dans le village, une fois achetant du cognac, et une autre fois, se tenant silencieusement devant le portail de l'église. Et pourtant, Miss Marple parlait très peu. Elle avait cependant commencé à lire un petit livre intitulé « Le symbolisme des fleurs dans les traditions funéraires » qu'elle avait emprunté à la bibliothèque du presbytère cet après-midi-là. Personne n'a demandé pourquoi. Mercredi matin, les portes de Rosewood House grinçaient à nouveau, cette fois non pas pour les invités portant des hortensias et des bagatelles faites maison, mais pour les officiers portant des carnets et des intentions tranquilles. Le sergent Cornish était revenu, cette fois accompagné de l'inspecteur Craddock du comté. Bien que l'arrivée de Craddock ne fût pas annoncée publiquement, la nouvelle se répandit à une vitesse prévisible. La vue d'un homme en uniforme debout près des grilles de Rosewood suffisait à raviver les spéculations autour des tables de thé de Saint-Marie-Mead. Miss Marple, cependant, ne se présenta pas à la boulangerie ce matin-là. On ne la vit pas non plus à la pharmacie, ni n'entendit parler aux marchands de journaux. Elle resta, comme l'épouse du pasteur le raconta plus tard à plusieurs auditeurs, terriblement silencieuse et plongée dans ses pensées, toujours un signe inquiétant. À Rosewood,
Les enquêteurs se déplaçaient avec une efficacité éprouvée. L'inspecteur Craddock, un homme grand à la voix douce, réputé pour sa compétence discrète, examinait attentivement le salon. Rien dans la scène ne lui semblait mélodramatique. Pas de chaise renversée, pas de carafe brisée, pas de mot mystérieux dans un tiroir oublié. La pièce était restée telle qu'elle avait été décrite. Un plateau servi pour le thé, une assiette unique portant les miettes d'une délicate confiserie et une femme âgée retrouvée sans vie dans un fauteuil de velours, les mains repliées sur sa poitrine. Les premiers résultats du médecin confirmèrent un arrêt cardiaque, mais le rapport toxicologique n'était pas encore arrivé. Craddock n'était pas du genre à se livrer à des conjectures futiles. Mais il croyait au schéma, et celui-ci, il le sentait, était aberrant. Interrogez à nouveau le personnel, ordonna-t-il à Cornish. Tous. Il y a toujours quelqu'un qui remarque quelque chose. L'interrogatoire a commencé dans l'office. Elsie, la plus jeune servante, jouait avec le bord de son tablier et cligna rapidement des yeux. Elle n'était pas dans son élément ce matin-là. Monsieur, murmura-t-elle. Madame Galbraith, je veux dire. Elle a regardé par la fenêtre trop longtemps. Elle a dit que le vent sentait le fantôme. Je croyais qu'elle était juste. Poétique. Cornish fronça les sourcils. A-t-elle mentionné des noms? Semblait-elle effrayée? Incolère? Oh non, monsieur. Mais elle m'a demandé de lui trouver la broche avec la pierre bleue. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas portée depuis des années. Elle a même ri, disant que ça pourrait choquer les morts. Ce commentaire, répété par Cornish à Craddock, provoqua un silence pensif de la part de l'inspecteur. La gouvernante, Madame Stroh, ne manifesta guère d'autre émotion que sa frustration. Elle a suivi sa routine, dit-elle fermement. Petit déjeuner seul. Promenade dans la roseraie. Puis, direct à ses papiers. Elle avait écrit des lettres, et en avait brûlé quelques-unes. J'ai trouvé des cendres dans l'âtre. Impossible d'en déchiffrer le contenu. Craddock haussa un sourcil. Des lettres brûlées? Elle disait que certaines choses n'avaient pas leur place entre les mains d'inconnus. C'est tout. À l'étage, la chambre d'amis portait des traces d'occupation. La valise de Lucas Galbraith avait été soigneusement remplie, mais le cendrier près de la fenêtre était plein inhabituel. Remarqua Madame Stroh, car la maison imposait une interdiction de fumer à l'intérieur. L'homme lui-même n'était pas revenu depuis lundi. Un message laissé sur le téléphone de Rosewood indiquait qu'il avait pris le train pour Londres pour affaires urgentes. Craddock en a pris note. Dans la pièce adjacente, Carlotta n'avait déballé qu'une seule valise, principalement composée de soieries et de tenues de soirée. Son parfum flottait dans l'air, doux et âcre. Interrogée, elle s'appuya contre l'encadrement de la porte avec une élégance maîtrisée. « J'adorais Isadora », dit-elle avec un léger sourire. Elle avait du feu. Et des secrets. « Talmont. Vous n'êtes pas de la famille. Je comprends, » demanda Craddock. Elle secoua la tête. « Un ami. Un invité. Lucas et moi voyageons souvent ensemble. Mais c'est Isadora qui m'a invité. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? » L'expression de Carlotta changea légèrement. Elle a dit qu'elle voulait un témoin. À quoi? Elle n'a jamais clarifié les choses. L'inspecteur Craddock n'insista pas davantage. Mais la phrase lui resta gravée dans la mémoire. De retour au village, Miss Marple était assise devant son bureau, une petite pile de coupures de presse posée de côté, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Elle n'avait pas bougé depuis un moment. Le chant d'un rouge-gorge devant sa fenêtre, pas plus que la sonnerie de l'heure, n'attira son attention. Finalement, elle prit un mince carnet et écrivit un mot, « héritage ». Plus tard dans l'après-midi, elle a rendu visite au cimetière. C'était un endroit calme, paisible, comme seuls peuvent l'être les vieux cimetières anglais. Des pierres tombales couvertes de mousse s'inclinaient doucement les unes vers les autres, comme pour un entretien privé. Miss Marple s'avança lentement entre elles jusqu'à atteindre une modeste parcelle près de la haie orientale. Colonel Geoffrey Galbraith, décédé en 1919. À côté, une autre pierre, Amelia Galbraith, née Fletcher, décédée en 1923. Et puis, curieusement,
un troisième, Martin Galbraith. 1917 to 1939. Miss Marple marqua une pause. Martin Galbraith, fils unique d'Isadora, tué au début de la guerre. La tragédie avait fermé les portes de Rosewood pendant des années, la coupant du monde, tandis qu'Isadora sombrait dans un veuvage marqué par le silence et la suspicion. Miss Marple traça la gravure d'une main gantée, puis se détourna lentement. Il y avait des couches ici, des vieilles blessures, et peut-être, si son instinct était bon, un secret enfoui sous elle. Au crépuscule, elle rendit visite au docteur Haddock sous prétexte de discuter de teinture de sureau. Le médecin, familier avec ses méthodes indirectes, lui offrit du thé. « J'imagine que l'enquête confirmera une insuffisance cardiaque », a-t-il déclaré en versant de l'eau. « Oh, je ne m'avancerai pas, » dit doucement Miss Marple. « Mais dites-moi, docteur, un poison pourrait-il provoquer de tels symptômes sans laisser de traces? Quelque chose de subtil, peut-être, glissé dans la nourriture? Certaines toxines le peuvent. La digitale, par exemple. Celle dérivée de la digitale. Mais le dosage et la détection sont des questions délicates. Et si quelqu'un avait connu la dose exacte, par exemple grâce à son expérience en soins infirmiers? Il la regarda d'un air sévère. « Pourquoi demandes-tu cela ?» Miss Marple se contenta de sourire. « On entend toujours des choses. Je crois que l'ancienne compagne de Madame Galbraith, Miss Partridge, avait des connaissances médicales, n'est-ce pas? » Le médecin hocha la tête. En effet, une infirmière à la retraite. Ils se sont séparés l'année dernière. Différence de tempérament, si je me souviens bien. Miss Marple Sirota sonna. Les différences peuvent être révélatrices. Ce soir-là, tandis que les lumières de Rosewood vacillaient à nouveau et que des ombres rampaient sur les murs, l'inspecteur Craddock regagna son logement au-dessus du Barchester Arms. Il ne se sentait pas plus près d'une conclusion. Pourtant, à St. Mary Mead, quelqu'un avait commencé à rassembler les pièces du puzzle, discrètement, méthodiquement et sans fanfare. Miss Marple, les mains jointes une fois de plus sur son carnet, écrivit un deuxième mot sous le premier, trahison. Puis elle a ajouté un point d'interrogation. Jeudi, la rumeur selon laquelle Lucas Galbraith avait complètement disparu, non pas simplement de retour à Londres, mais sans même laisser d'adresse, n'était plus un murmure, mais une hypothèse bien ancrée dans l'esprit des villageois. Madame Price Ridley prétendait avoir parlé au portier de la gare de Mush Benham, qui avait vu Lucas monter dans le train pour Paddington. Mais personne à Londres n'avait confirmé son arrivée. Et pour l'inspecteur Craddock, cette absence a commencé à ressembler à de la culpabilité. Il savait que le testament avait été modifié, dit Craddock lors d'une conversation tranquille dans le bureau de Rosewood, la porte fermement fermée derrière lui. Ou du moins, il s'en doutait. On ne disparaît pas dans la nature à moins d'avoir des raisons de s'inquiéter de ce que l'autopsie pourrait révéler. Le sergent Cornish hocha la tête en feuilletant un journal d'appels téléphoniques. Toujours pas d'adresse de retour. Et l'avocat, Maître Reeves, a été clair. Madame Galbraith a signé le Nouveau Testament la veille du déjeuner. A-t-il vu le contenu? Non, monsieur. Envelope scellée. Témoignage de la gouvernante et de la femme de chambre. Craddock fronça les sourcils. Cette enveloppe, où est-elle maintenant? Cornish changea de position. Despero. Le document est introuvable. Reeves pensait qu'elle l'avait placé dans son bureau, mais il n'y était pas. Alors nous n'avons peut-être pas affaire à un héritier perdu, mais à un héritage volé, murmura Craddock. Dans le salon où Madame Galbraith était morte, le silence était désormais pesant. Le personnel évoluait avec inquiétude dans la maison. Les volets de l'étage étaient maintenus clos. Une impression d'attente s'était installée, comme un souffle trop longtemps retenu. Ailleurs dans le village, une autre forme de tension se faisait sentir. Dans le salon ensoleillé du Bluebell Rooms, Miss Hartnell se penchait d'un air conspirateur vers Miss Weatherby et Madame Banbury Scott. « Je n'ai jamais fait confiance à ce jeune homme », déclara-t-elle en tapotant sa cuillère d'un ton définitif. Il portait le col ouvert,
fumait comme un pompier et n'avait pas de véritable emploi. Madame Galbraith était peut-être têtue, mais elle n'était pas aveugle. Lucas avait toujours l'air déplacé, acquiesçant Madame Banbury-Scott. Je me souviens l'avoir vu une fois à la pharmacie, demandant des comprimés pour les nerfs. Imaginez, à son âge. Mademoiselle Weatherby, de plus en plus prudente, remua son thé et dit « C'est la femme que je n'ai jamais aimée. » Cette Carlotta, toujours à l'affût, mais sans jamais cligner des yeux. Il y a quelque chose, disons, d'étrange chez elle. Miss Marple, assise à la table voisine, l'air absorbé par un petit pain au citron, ne fit aucun commentaire. Ses doigts, cependant, lissaient délicatement un journal plié posé à côté de sa soucoupe. La page en question listait les nécrologies récentes, et sous l'une d'elles, un nom curieux avait attiré son attention. Infirmière Evelyn Partridge, retraitée. Ses lèvres se pincèrent légèrement. Elle replia le papier et le rangea dans son sac à main. Plus tard dans la journée, au poste de police de Mush Benham, Carlotta entra seule, son chapeau à larges bords projetant une ombre nette sur ses traits anguleux. « Je souhaite faire une déclaration », dit-elle calmement au sergent de service, qui cligna des yeux, légèrement surpris. À propos du testament. En moins d'une heure, Craddock était assis en face d'elle, son carnet ouvert, son stylo en main. « Je n'ai pas vu le contenu, » admit Carlotta, « mais je sais qu'il a changé. Isadora me l'a dit, 2 soirs avant le déjeuner. Elle a dit que Lucas serait déçu. Est-ce qu'elle a dit pourquoi? Elle a dit qu'elle l'avait enfin compris. Qu'il avait tenté de la contraindre avec quelque chose. Une lettre, peut-être. Ou un secret. » Craddock leva les yeux. « La force? À le nommer héritier? Elle ne l'a pas dit. Elle a juste dit qu'elle avait été stupide de lui faire confiance. Que Rosewood ne devait pas tomber entre de telles mains. » Craddock ferma l'intimate son carnet. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant? » La voix de Carlotta ne tremblait pas. « Parce que les gens me regarderont ensuite. Et je n'ai aucune envie d'être perçu comme sa complice. » Ce soir-là, Craddock a examiné la liste des suspects avec un regard neuf. Lucas Galbraith avait à la fois un mobile et une opportunité, et maintenant, potentiellement, le spectre du chantage. Sa disparition soudaine pouvait être le signe de culpabilité, de peur, ou des deux. Mais il n'était pas le seul à avoir eu un inconvénient. Carlotta, personnage mystérieux et sans statut juridique, avait clairement pressenti quelque chose. Se présenter comme une simple invitée ne sonnait plus aussi juste. Sa familiarité avec la maison, son absence à des moments clés le jour du décès et son calme sous les regards inquiétants troublèrent Craddock. Pourtant, quelque chose clochait encore. C'est Miss Marple, qui est arrivée précisément à l'heure à sa réunion hebdomadaire du comité de jardinage, bien qu'aucune réunion n'ait été prévue, qui a offert une perspective différente. « Inspecteur Craddock, dit-elle doucement en entrant dans son bureau emprunté à la salle des fêtes, je me demandais si je pouvais vous déranger un instant. » Il leva les yeux de ses papiers, surpris. « Miss Marple? Bien sûr. Asseyez-vous. » Elle le fit en joignant gracieusement les mains. « J'habite ici depuis de nombreuses années, inspecteur, et j'ai vu beaucoup de disputes et un bon nombre de réconciliations. J'ai aussi vu comment les gens mentent, pas forcément avec leurs mots, mais avec leurs habitudes. » Craddock, méfiant mais curieux, hocha la tête. « Prenez Madame Galbraith, poursuivit-elle. Elle détestait le désordre. Sa maison était gérée avec une précision militaire. Chaque plateau, chaque nappe. Je l'ai vu un jour envoyer un jardinier à cause d'une taupière tordue. Craddock sourit faiblement. Et alors? Et pourtant, à sa mort, son plateau de thé contenait un nombre impair de bonbons. 5, alors qu'elle insistait toujours pour un nombre pair. J'imagine que la gouvernante pourrait le confirmer. Elle l'a fait. Et le macaron, inspecteur. Celui cassé en deux. Madame Galbraith n'aurait jamais toléré ce genre de présentation. À moins, bien sûr, qu'il n'ait été préparé par son équipe. La plume de Craddock s'arrêta. « Je dirais, dit doucement Miss Marple, que quelqu'un lui a apporté ce macaron. Et je crois qu'elle le savait. C'est peut-être pour cela qu'elle a refusé de le finir. »
Cradock se pencha en avant. « Tu sais qui? » « Je soupçonne, » dit-elle en se levant prudemment, « que la réponse ne réside pas dans celui qui est entré à Rosewood House, mais dans celui qui n'en est jamais sorti. Ou plutôt, celui qui en a fait partie et qui en est revenu discrètement. » Cradock la regarda partir tandis qu'elle sortait dans la brume du soir. Plus tard dans la nuit, Miss Marple rentra chez elle et ouvrit à nouveau son carnet. Elle a dessiné une petite rose à côté du mot « trahison » et l'a souligné. Puis, dans une nouvelle ligne, elle écrivit « un invité ou un fantôme ». Vendredi se leva dans un silence gris qui enveloppait Saint-Mary-Mead comme un châle de laine. Le ciel était bas et plein d'espoir, et l'air embaumait une légère odeur de terre humide et de boutures de rosier. Dans le coin tranquille du cottage, juste après le pré, Miss Marple remuait son thé sans le boire, les yeux fixés sur la fenêtre où le chèvrefeuille grimpant tremblait au vent. Un coup frappé à la porte la sortit de ses pensées. C'était le jeune Léonard du presbytère, tenant une sacoche en cuir plutôt abîmée. De la part de Madame Haydock, Madame. Elle m'a dit que vous aviez posé des questions sur d'anciens dons et documents paroissiaux concernant Rosewood House. J'espère que tout va bien, je l'ai apporté avec soin. Merci, Léonard, dit chaleureusement Miss Marple. Tu es toujours si fiable. Elle attendit qu'il soit parti avant de poser la sacoche sur son petit bureau et de la déboucler. À l'intérieur se trouvaient des pages brunies par le temps. Registres paroissiaux, programmes d'événements, vieille liste d'expositions florales. Elle les parcourut chacune avec un calme méthodique, la main ferme. Elle ne cherchait pas des détails juridiques ou des chronologies. Elle cherchait des noms qui n'apparaissaient plus dans la conversation quotidienne, des noms discrètement passés de mode, oubliés ou peut-être volontairement cachés. Et c'était là, enfoui dans une brochure de déjeuner de la Women's Society de 1948. Infirmière Evelyn Partridge, conférencière invitée, remèdes maison et sécurité domestique. Un hochement de tête discret confirma ses soupçons. Mademoiselle Partridge avait bel et bien vécu ici assez longtemps pour être connue de la communauté, puis oublier une fois sa relation avec Madame Galbraith terminée. Mais son départ laissait quelque chose de perçant, quelque chose de tranchant. Elle ferma le cartable et se leva lentement, enfilant son chapeau et ses gants. Elle allait rendre visite à la dernière résidence connue de la défunte infirmière, la maison de repos Cliffview, juste après Mush Benham. C'était un endroit qu'elle avait déjà visité à 2 reprises, une fois pour un cousin malade et une autre fois pendant l'hiver rigoureux où le plus vieux ramoneur du village avait attrapé la grippe et n'était jamais revenu. Il était presque midi lorsqu'elle arriva à la maison. Une infirmière à l'expression douce et au regard fatigué la conduisit dans une salle de lecture silencieuse. « Je crains que mademoiselle Partridge ne soit décédée le mois dernier, » dit-elle. « La connaissiez-vous bien? »« Seulement de réputation, » dit doucement Miss Marple. Elle travaillait avec une femme que je connaissais bien, Isadora Galbraith. À ces mots, les yeux de l'infirmière vacillèrent. « Ah, oui, ils étaient très proches à un moment donné. Puis-je vous demander, mademoiselle Partridge allait-elle bien, dans ces derniers jours? » L'infirmière hésita. Elle souffrait de confusion. « De délire, » dit le médecin. Elle se parlait souvent à elle-même. Parfois, elle marmonnait des choses sur la trahison, des secrets, des papiers perdus. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. Elle n'a laissé aucun effet personnel, juste une malle remplie de vieux objets. Aucune famille n'est venue la réclamer. Je crois qu'elle est toujours entreposée. Une brève conversation avec le gérant, un sourire poli et l'évocation de la longue relation de Miss Marple avec la paroisse lui ont suffi pour jeter un bref coup d'œil aux objets. La malle était petite, cabossée, et sentait légèrement la lavande et la naphtaline. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux, des cols raides, une photo délavée d'une Isadora beaucoup plus jeune et d'un homme en uniforme que Miss Marple ne reconnaissait pas, et enfin un petit carnet relié en cuir rouge. Elle l'ouvrit avec précaution. La plupart des entrées étaient banales. Liste de médicaments, notes de course, réflexions occasionnelles. Mais une entrée, datée d'il y a 6 mois, se démarquait.
Elle a dit qu'elle l'avait changé, qu'elle le donnerait à la bonne personne, qu'il ne fallait pas faire confiance à Lucas, que la boîte en palissandre contenait l'unique exemplaire. Mais et s'il le savait déjà? Et s'il était trop tard? Miss Marple ferma lentement le livre, son esprit tournant. De retour à Saint-Mary-Mead ce soir-là, elle rendit une visite discrète à l'inspecteur Craddock, qui avait installé son quartier général temporaire dans la salle de lecture du presbytère. « Tu cherchais le testament, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement, les yeux aussi clairs que jamais. Craddock hocha la tête. « Nous avons fouillé la maison. Le coffre-fort ne contenait que des documents anciens. Reeves insiste sur le fait que le Nouveau Testament a dû être égaré ou volé. Je vous suggère de regarder à nouveau, dit-elle, mais cette fois, pas pour un document juridique. Cherchez une boîte. Quelque chose de sentimental. Quelque chose qui passe facilement inaperçu. » Craddock la fixa du regard. Une boîte? Elle n'avait peut-être pas confiance en un coffre-fort. Et elle possédait bel et bien un vieux coffret en palissandre, toujours conservé dans le bureau à l'étage, près de la fenêtre avec la cage à oiseaux. Je me souviens de l'avoir vu lors d'une vente aux enchères caritatives il y a des années. Lourd, mais avec un double fond. Elle avait dit un jour que c'était le seul endroit où son mari ne l'avait jamais trouvé. Craddock cligna des yeux. « Tu crois que le testament est caché à l'intérieur? » Miss Marple esquissa un petit sourire pâle. « Eh bien, je n'oserais pas. Mais les gens ont des manières curieuses de protéger ce qu'ils trouvent précieux. Surtout quand ils ne font plus confiance à leurs proches. » 2 heures plus tard, Craddock se tenait devant le bureau de Rosewood House. Le coffret en palissandre était là où Miss Marple l'avait indiqué, caché sous un châle en dentelle, dans un tiroir latéral. Il l'ouvrit délicatement et, après un examen attentif, découvrit le panneau coulissant à sa base. À l'intérieur, plié et scellé, se trouvait une seule enveloppe, le testament, daté, attesté et incontestablement valide. Le contenu était accablant. Isadora Galbraith avait révoqué tous les legs antérieurs faits à son petit-neveu Lucas Galbraith. À sa place, elle avait légué l'intégralité de Rosewood House et du domaine Galbraith à une certaine Celia Warren, un nom inconnu de tous. Craddock le regarda avec incrédulité. Il a téléphoné à Miss Marple le soir même. « Savez-vous qui est Celia Warren ?» Il y eut une pause. « Je crois, dit Miss Marple, qu'elle pourrait être la fille de Martin Galbraith. Conçue pendant la guerre. Discrètement. Bâtardement. Probablement élevée sous un autre nom. Mais pourquoi lui laisser la maison et pas à Lucas? Peut-être parce qu'elle n'avait rien, et lui n'avait que de l'ambition. Ou peut-être, Miss Marple s'interrompit. Peut-être quoi? Peut-être parce qu'elle a enfin compris la différence entre le sang et la loyauté. L'un vient du hasard. L'autre, de l'observation. Craddock resta silencieux un instant. On ne sait toujours pas qui lui a apporté le bonbon empoisonné. Non, répondit Miss Marple. Mais je crois que l'indice ne réside pas dans la personne qui le lui a donné, mais dans le moment et la raison pour laquelle elle l'a accepté. Dehors, le vent a changé. Dans son carnet, Miss Marple ajouta alors un 3e mot sous trahison. Justice. La révélation du Nouveau Testament fit trembler le village. Ce n'était pas encore de notoriété publique, mais à Saint-Mary-Mead, les secrets avaient la faculté de s'infiltrer à travers les murs comme l'humidité. Samedi matin, le nom de Celia Warren résonnait dans les coins et derrière les rideaux tirés. À la boulangerie, Madame Banbury Scott se pencha sur ses scones et dit « Personne n'a jamais entendu parler d'elle. Et pourtant, la maison lui revient. Devons-nous croire qu'elle fait partie de la famille? Elle doit l'être, murmura Miss Hartnell d'un ton sombre. Sinon, c'est de la folie. Les Galbraith ont toujours été, enfin, pas vraiment chaleureux, mais respectables. Mademoiselle Weatherby fronça les sourcils dans sa tasse de thé. Ou peut-être y a-t-il quelque chose chez Lucas que nous ignorions. Quelque chose que Madame Galbraith a finalement compris. Miss Marple, assise près de l'infuseur à thé et feignant de s'attarder sur la disposition d'un apron en papier, gardait une expression sereine.
Mais ses pensées étaient perdues. L'identité de Celia Warren n'était pas seulement une curiosité. C'était une clé. Et une clé dangereuse. Car quelqu'un d'autre était au courant, quelqu'un qui avait des raisons d'éliminer Madame Galbraith avant que cette clé ne puisse tourner la serrure. L'inspecteur Craddock, quant à lui, avait lui-même tracé quelques pistes d'enquête. Une brève recherche dans les archives de guerre et les registres paroissiaux avait permis de découvrir une infirmière en poste dans une maison de convalescence londonienne en 1940, Evelyn Partridge. Là, un certain Martin Galbraith s'était remis d'une blessure à la jambe suite à un raid aérien. Peu après sa libération, l'infirmière Partridge avait pris un congé de près d'1 an. Aucun enfant n'était enregistré sous le nom de Galbraith. Cependant, une certaine Celia Warren avait été baptisée dans le Dorset début 1941. Sa mère était Evelyn Partridge. Aucun père n'était mentionné. Il suffisait à Craddock de croire que Celia Warren était bien la fille de Martin Galbraith et donc la seule petite fille d'Isadora. Cela expliquait le testament révisé. Mais cela n'expliquait pas le décès. Plus tard dans la journée, Craddock a convoqué Carlotta pour une autre entrevue. Elle est arrivée en soie grise et en gants, calme comme toujours. « Mademoiselle Galbraith, commença-t-il, vous avez donné l'impression d'être une invitée. Mais nous comprenons maintenant que le testament ne désigne plus Lucas comme héritier. Étiez-vous au courant de cela avant le décès de Madame Galbraith ?» Carlotta haussa un sourcil délicat. « Je m'en doutais, mais je ne l'ai pas vue. » Isadora a mentionné des changements. Elle était d'humeur changeante. Réfléchie, décidée. Elle a dit qu'elle avait un devoir. Je n'ai posé aucune question. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'elle a laissé la succession à Celia Warren? Il y eut une pause. Puis, très doucement, Carlotta répondit, pas surprise. Seulement attristée. Pourquoi attristée? Carlotta Croisa Les Mains. Parce que ça veut dire qu'elle n'avait vraiment plus personne. Plus personne en qui elle avait confiance dans sa propre vie. Tu dis qu'elle ne te faisait pas confiance. Carlotta sourit faiblement. Je crois qu'elle m'appréciait. Peut-être même qu'elle m'admirait. Mais la confiance? Non. Elle faisait confiance à très peu de gens. Dehors, la cloche de l'église sonnait 4h30. Craddock essaie pencha en avant. Saviez-vous qu'un bonbon empoisonné aurait pu causer sa mort? Finalement, quelque chose vacilla sur le visage de Carlotta, juste un souffle de tension dans sa mâchoire. Non, dit-elle, mais j'y crois. Pourquoi? Parce qu'Isadora avait des ennemis. Des Taciturns. Le genre de personnes qui sourient au déjeuner et aiguisent leur couteau derrière les rideaux. Et puis elle se leva, sans attendre qu'on la congédie. De l'autre côté du village, dans un modeste bungalow en bordure de la verdure, Miss Marple était assise dans le salon de Madame Straw, la gouvernante de longue date de Rosewood. Les rideaux étaient tirés pour se protéger de la lumière vive de l'après-midi, et l'air embaumait un parfum de cire à la lavande. Elle n'a jamais fait confiance à ce garçon, dit Madame Straw en servant du thé. Lucas. Il disait qu'il avait trop de Geoffrey en lui. Son défunt mari, en fait. Que voulait-elle dire par là? À votre avis? Demanda Miss Marple d'un ton léger. Oh, ce n'était pas gentil. Geoffrey était intelligent, mais froid. Toujours en avance sur tout le monde, toujours calculateur. Isadora disait qu'il comptait les points, même en amour. Miss Marple hocha la tête en tapotant doucement sa cuillère à café. Et Miss Partridge? Demanda-t-elle. Était-ce de l'amertume quand elle est partie? Madame Straw hésita. Je crois qu'elle aimait ce garçon. Martin. Et quand il est mort, et que son nom n'a plus été prononcé, quelque chose s'est brisé en elle. Puis elle et Isadora se sont disputées. Je n'ai pas tout entendu, mais Mademoiselle Partridge a dit, tu lui dois un avenir. Et Isadora lui a dit de ne jamais revenir. Elle, répéta Miss Marple. Elle était donc au courant. Pour l'enfant. Elle l'a fait. Et je crois qu'elle avait l'intention de réparer les dégâts. Un jour ou l'autre. Mais vous savez ce que l'orgueil fait aux gens comme Isadora. Il les ralentit jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard.
Miss Marple resta assise tranquillement un moment de plus. Avez-vous vu quelqu'un près du salon le jour de sa mort? Quelqu'un porté disparu? Madame Strou fronça les sourcils. Non. Mais la porte du fond n'était pas verrouillée ce matin-là. J'ai trouvé ça bizarre. On la gardait toujours verrouillée. J'ai demandé à Elsie, et elle m'a dit qu'elle n'y avait pas touché. Couloir. Ouvert. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Ce soir-là, sous un ciel strié d'ambre et d'ardoise, une lettre arriva à Rosewood House. Elle était adressée à Mademoiselle Celia Warren, aux soins de l'inspecteur Dermot Craddock. L'enveloppe portait un cachet postal du Dorset. Craddock l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une simple feuille, soigneusement pliée. Je ne veux rien de ce qui lui appartenait. Je voulais juste savoir si j'avais compté. Si elle avait pensé à moi. Si elle savait que j'existais. Maintenant, je sais qu'elle le savait. Ça suffit. Il n'y avait pas de signature. Mais Craddock lut la lettre 2 fois, puis la passa silencieusement à Miss Marple, qui l'avait rejoint pour un dernier compte-rendu des événements de la semaine. « Tu crois qu'elle le pensait vraiment ?» demanda-t-il. Miss Marple regarda par la fenêtre, là où la dernière lumière s'estompait derrière les ifs. « Je crois, dit-elle doucement, que certaines personnes gardent leur dignité, même en silence. Celia Warren ne se manifestera pas. Elle disparaîtra à nouveau. Mais je doute que celui qui a empoisonné Madame Galbraith l'ait fait pour elle. Non, ce n'était pas un crime de justice. C'était un crime de peur. Peur d'être exposé. Ou de déplacement. Quelqu'un qui pensait que la volonté lui serait favorable. Quelqu'un qui voyait sa place lui échapper. Craddock se pencha en avant. Lucas. Les yeux de Miss Marple restèrent fixés sur le ciel qui s'estompait. Peut-être. Mais il a disparu trop facilement. S'il l'avait assassiné, ne serait-il pas resté pour récupérer la maison? Craddock leva brusquement les yeux. Alors qui? Miss Marple se retourna vers lui et sourit. C'est ce que nous allons découvrir ensuite, cher inspecteur. Le lendemain matin se leva net et clair, une de ces journées d'été anglaises qui semblaient destinées à dissiper le malaise. Pourtant, la clarté du ciel ne parvenait guère à dissiper les ombres qui persistaient dans les recoins de Saint-Mary-Mead. Les conversations se poursuivaient à voix basse. Les commerçants observaient chaque client avec une curiosité à peine dissimulée, et même les enfants jouant près du parc savaient que quelque chose se tramait. Quelque chose qui avait un rapport avec la majestueuse demeure sur la colline et la femme qui y était morte, un bonbon à moitié mangé à la main. À Rosewood House, l'inspecteur Craddock se tenait de nouveau dans le bureau, les bras croisés, les yeux plissés. La lettre de Celia Warren restait sur le bureau. Sa présence avait bouleversé le récit qu'il avait commencé à construire. Tout avait été si simple. Lucas, déshérité, avait empoisonné sa tante et s'était enfui. Mais maintenant, cela ne collait plus. Il se retourna lorsque le sergent Cornish entra dans la pièce. « Monsieur, je viens de recevoir des nouvelles de la gare de Paddington. » Craddock haussa un sourcil. « Lucas ?» Cornish hocha la tête. « Il n'est jamais arrivé, ni dans le train du lundi matin, ni dans aucun autre depuis. Mais un porteur se souvient de quelqu'un correspondant à sa description aux premières heures du mardi. Eberreef, nerveux. Il avait acheté un billet pour Douvres. Allez simple. Douvres, Cornish hésita. Eh, monsieur, il y a autre chose. Nous avons reçu un appel de la police de Calais. Un homme a été retrouvé inconscient près des quais. Aucune identification, mais il a donné le nom de Lucas Galbraith avant de s'évanouir. Il est actuellement à l'hôpital. Drogué, paraît-il. Peut-être empoisonné. Craddock le fixa du regard. Empoisonné? Tentative de suicide? Ils n'en sont pas encore sûrs. Mais il est vivant. Craddock resta silencieux un instant. Puis il dit doucement. Alors Lucas ne l'a pas tué. Il a peut-être pris la fuite, paniqué, mais ce n'est pas notre tueur. Ça change tout. À cette heure-là, Miss Marple parcourait le long chemin du village, son ombrelle à la main,
le bout de ses chaussures frôlant le chemin de gravier qui bordait le vieux mur de pierre séparant la propriété des Galbraith du sentier public. Ses pas étaient lents, non par fatigue, mais par l'attention délibérée qu'elle portait à son environnement. Elle s'arrêta en arrivant au bout de la propriété, là où la clôture du jardin s'abaissait et où la vieille édifice s'éclaircissait juste assez pour laisser entrevoir le bord du pavillon d'été niché au fond du domaine. C'est là, se souvenait-elle, que Martin Galbraith lisait enfant. Elle l'avait vu une fois, il y a de nombreuses années, assis en tailleur, un carnet de croquis sur les genoux. Silencieux, pale, impatient de disparaître. Et c'est là qu'elle vit une silhouette maintenant. Miss Marple s'avança sans hâte. Alors qu'elle approchait du portail du jardin, la silhouette apparut pleinement. C'était elle-ci, la servante. Le visage pâle, penché sur un petit banc, les mains serrées dans un mouchoir usé. Elle sursauta en voyant Miss Marple, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Oh, Miss Marple, j'étais juste. Je reprends mon souffle, dit doucement Miss Marple. Un choix judicieux. Le jardin est très paisible, surtout quand la maison elle-même est si lourde. » Elsie baissa les yeux. « Je ne devrais pas être ici. » « Pas du tout. J'imagine que c'est le seul endroit épargné par tous ces désagréments. » Elsie hocha lentement la tête. Ses mains serraient le mouchoir plus fort. « Je l'appréciais beaucoup, » dit-elle soudain, la voix tremblante. « Madame Galbraith, je veux dire. Elle pouvait être difficile, mais elle était gentille avec moi. Elle m'a confié ce travail alors que personne d'autre ne le voulait. Elle disait que je lui rappelais quelqu'un qu'elle avait perdu. » Miss Marple pencha la tête. Peut-être quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un qu'elle n'a jamais eu la chance d'élever. Les yeux d'Elsie clignèrent, mais elle ne dit rien. Miss Marple était assise à côté d'elle sur le banc. « Tu as vu qui lui a apporté le macaron ?» Elsie resta très immobile. « Non, » dit-elle lentement. Mais la cuisine ne préparait que des tartes au citron ce jour-là. Pas de macaron. Et Madame Galbraith. Elle ne mangeait jamais rien qui ne vienne pas de sa propre cuisinière. Sauf une fois. Miss Marple attendait. Elle m'a dit un jour, murmura Elsie, qu'elle ne pouvait pas résister à ceux de Paris. À la framboise. De cette pâtisserie, un peu comme chez Renaud. Carlotta les a rapportés un jour, d'un voyage. Elle était très fière. Et tu penses que c'est de là que ça vient? Je ne sais pas, dit Elsie à voix basse. Mais je me souviens de ce jour-là. Juste avant l'arrivée des invités, j'ai trouvé une petite boîte en papier dans le salon, blanche avec un ruban rouge. J'ai cru que c'était un cadeau, mais il n'y avait pas d'adresse. Il avait disparu 1 heure plus tard. Miss Marple hocha la tête. Et personne n'a vu qui l'avait laissé? Non, mais la porte de la cuisine n'était pas verrouillée. Celle qui donne sur le couloir. Miss Marple s'est levée lentement. Merci, Elsie. C'était très utile. Elle retourna sur le chemin, pensive. Le ruban rouge, les bonbons non autorisés, la porte déverrouillée, l'ombre de l'infirmière Partridge et la certitude tranquille que quelque chose avait été planifié méthodiquement et sans précipitation. Cet après-midi-là, Craddock s'est rendu à son chalet. Ils ont confirmé que Lucas était sous l'emprise de drogue, des barbituriques. De quoi lui assommer les sens pendant des jours. Il se souvient à peine d'être monté à bord du ferry. Il dit que quelqu'un lui a offert un verre au café de la gare. Une femme. Miss Marple leva les yeux de sa broderie. Une femme, répéta-t-elle. Pas Carlotta. Il n'en est pas sûr. Il dit qu'elle portait des gants et qu'elle avait une odeur de jasmin. Les yeux de Miss Marple vacillèrent. Pas du jasmin. Du gardénia, peut-être? Craddock cligna des yeux. « Tu crois que c'était Carlotta? »« Je pense. » dit Miss Marple en joignant les mains, que quelqu'un avec des moyens, du style et un accès aux douceurs parisiennes joue un jeu plutôt élégant. Mais pas seulement avec Lucas. Avec nous tous. Craddock expira. Alors elle a empoisonné Madame Galbraith, drogué Lucas, fait croire qu'il s'enfuyait par culpabilité, et a attendu que la situation retombe. Elle s'attendait à ce que le testament disparaisse, ou soit rejeté. Elle a peut-être même supposé que Celia Warren ne se manifesterait jamais.
Mais elle a sous-estimé une chose. Qu'est-ce que c'est? Miss Marple sourit faiblement. Les vieilles femmes et leur habitude de ranger leurs affaires dans des cartons. À la tombée de la nuit, Rosewood House redevint silencieuse. Mais à l'intérieur, l'inspecteur Craddock a organisé une rencontre avec Carlotta. Une dernière conversation. Encore un exercice de civilité et d'observation. Miss Marple serait présente, bien sûr. Après tout, le test final approchait. La bibliothèque de Rosewood House avait peu changé au cours des 50 dernières années. De lourds rideaux obscurcissaient la lumière de fin d'après-midi, projetant sur le mobilier en noyer poli une ombre chaleureuse. Un parfum de cire d'abeille et de vieux papier flottait dans les coins, et la grande cheminée, bien que froide depuis longtemps, semblait encore contenir l'écho des disputes et des secrets. Miss Marple était assise dans le fauteuil à dossier près de l'âtre, ses mains gantées reposant légèrement sur ses genoux, son regard concentré non pas sur les grandes bibliothèques ou les portraits au-dessus de la cheminée, mais sur la femme tranquille assise en face d'elle. Charlotte. Elle était vêtue d'un chemisier gris tourterelle et d'une jupe impeccablement coupée, ses cheveux étaient tirés en arrière avec une précision clinique, son parfum était léger et floral, du gardénia, indéniablement. L'inspecteur Craddock se tenait hors de vue, derrière la porte entr'ouverte du bureau. Miss Marple lui avait demandé de rester à proximité, mais invisible. Cette rencontre, avait-elle insisté, exigeait une approche plus douce. Quelque chose de théâtral, mais discret. Carlotta croisa les jambes, un mouvement trop osé pour être involontaire. « Vous avez demandé à me parler, Miss Marple, dit-elle. J'avoue que je suis curieuse. » Miss Marple sourit doucement. C'est une vieille habitude, j'en ai peur. Les conversations au bon moment ont résolu bien des problèmes au fil des ans, bien plus que les empreintes digitales ou les montres cassées. Carlotta pencha la tête. Et qu'est-ce qu'il faut résoudre maintenant? Un malentendu, répondit Miss Marple. Ou plutôt, une fausse déclaration. Les yeux de Carlotta brillaient d'intérêt. À qui? À toi? J'en ai peur. Il y eut un bref silence, même si la pièce semblait aussi immobile qu'un souffle retenu. Je ne te comprends pas, dit finalement Carlotta, d'une voix prudente. Le ton de Miss Marple resta doux, presque celui d'une grand-mère. J'ai vu beaucoup de gens essayer de contrôler les histoires, ma chère. Certains par le silence, d'autres par le spectacle, mais rarement les deux. Cela demande de la précision, de la planification. Le sourire de Carlotta n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « To me flats. »« Non, dit Miss Marple. Je soupçonne que la flatterie vous ennuie. Vous préférez l'admiration sous couvert d'intelligence. Le genre d'admiration qui donne aux gens l'impression d'être intelligents alors qu'en réalité, ils sont simplement dirigés. »« That's why, » murmura Carlotta. « Vous avez magnifiquement joué votre rôle. » Dit Miss Marple en se penchant légèrement en avant. L'invité mondaine, l'ami dévoué, le témoin d'une dynastie en ruine. Même votre parfum, un parfum de souvenir, le gardénia. J'ai toujours trouvé intéressant que vous portiez le même parfum tous les jours. Jamais varié. Carlotta ne dit rien. Seules deux femmes à Saint-Marie-Mide utilisaient du parfum au gardénia. Madame Galbraith, quand elle était beaucoup plus jeune. Et une autre. Miss Marple fouilla lentement dans son sac à main et en sortit une petite photographie, décolorée et usée sur les bords. Elle la posa délicatement sur la table. C'était un portrait de l'infirmière Evelyn Partridge. Les yeux de Carlotta se posèrent sur l'objet et, pour la première fois, quelque chose brilla sur son visage. Non pas de la peur, mais de la reconnaissance. « C'était ta mère, n'est-ce pas ?» demanda doucement Miss Marple. Pas seulement la gardienne du fils de Madame Galbraith, mais bien plus. Bien plus. Carlotta ne répondit pas. La voix de Miss Marple baissa. Elle a parlé de vous à Isadora. Et Isadora l'a renvoyée. Il y eut un long silence avant que Carlotta ne parle enfin. J'ai été élevée dans la discrétion. En France, ma mère n'a jamais utilisé le nom Galbraith. Elle craignait le scandale, l'humiliation. Mais elle gardait tout, lettres, photos.
J'ai grandi en sachant ce qui lui avait été refusé. Miss Marple hocha la tête. Et pourtant, vous ne vous êtes manifesté que maintenant. Le regard de Carlotta s'éclaira. Parce que maintenant, c'était important. Isadora E. Tate Murat. Elle avait commencé à douter de son entourage. Elle a écrit à ma mère. Elle s'est excusée. Elle a demandé à me voir. Mais c'était trop tard. Ma mère est morte avant d'avoir pu répondre. Alors je suis venu à sa place. Et tu as prétendu être l'ami de Lucas? Carlotta sourit froidement. Lucas était utile, bruyant, autoritaire, un parfait écran de fumée. Miss Marple l'observait attentivement. Tu croyais qu'elle te laisserait Rosewood? Je n'y croyais pas, dit Carlotta calmement. Elle m'avait dit qu'elle le ferait. Alors pourquoi la tuer? Les doigts de Carlotta se resserrèrent autour de l'accoudoir de sa chaise. Je ne l'ai pas fait. Les yeux de Miss Marple restèrent fixes. Le macaron empoisonné, dit-elle doucement. La boîte de pâtisserie. La porte déverrouillée. Tu as apporté la boîte, n'est-ce pas? Comme un cadeau. Un symbole. Peut-être même un geste de clôture. La voix de Carlotta était désormais tranchante. Si j'avais voulu la tuer, j'aurais pu le faire de 1000 façons. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis venu réclamer ce qui m'appartenait. Elle me l'a promis. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous saviez que Lucas ne l'accepterait jamais. Vous saviez qu'il pourrait se battre, protester, ou pire. Et donc, le matin de sa mort, il a été drogué. Carlotta hocha lentement la tête. Il était dangereux. That's a spear. Je l'ai neutralisé. Rien de plus. Tu pensais qu'elle signerait les papiers, te donnerait le testament, puis mourrait tranquillement? Elle était fragile, dit Carlotta. Il n'en aurait pas fallu beaucoup. Et pensais. Je pensais qu'elle partirait paisiblement. Elle a dit qu'elle était prête. Et elle l'était, dit Miss Marple. Mais pas pour trahison. L'expression de Carlotta se durcit. Elle a mangé le macaron par politesse. Elle a réalisé trop tard que quelque chose n'allait pas. Et quand elle est morte, tu as paniqué. Tu as détruit la boîte. Caché le ruban. Vidé la tasse. Il y eut un silence. Puis Carlotta se leva lentement. Et pourtant, vous n'avez aucune preuve, dit-elle. Aucun témoin. Aucune trace écrite. Plus aucun poison à tester. Miss Marple sourit. C'est ça le problème avec les empoisonneurs, ma chère. Ils croient avoir tout effacé. Mais ce n'est jamais le poison qui les trahit. C'est l'histoire. La façon dont ils l'arrangent. Les mensonges qu'ils oublient de peaufiner. Carlotta ne dit rien. Comme le train, poursuivit Miss Marple. Lucas a dit que tu lui avais offert à boire. Mais tu as dit que tu n'étais jamais allé près de la gare. C'est un mensonge. Et Lucas se souvient de ton parfum. L'inspecteur Craddock entra alors dans la pièce. Je pense qu'on va s'arrêter là, dit-il d'une voix douce. On prend le relais, Miss Marple. Carlotta se retourna lentement. Son sang-froid s'évanouit un instant, juste assez pour révéler la fureur qui l'habitait. Vous ne le prouverez jamais devant un tribunal. Peut-être pas, dit Craddock. Mais Lucas est prêt à témoigner. Et nous avons retrouvé le ruban, enterré dans le bac à fleurs derrière le pavillon. Il sent encore légèrement le gardenia. L'expression de Carlotta, n'y change pas. Mais elle ne dit rien de plus lorsque le policier entra et l'escorta. La maison redevint silencieuse. Miss Marple resta assise un moment, écoutant l'écho de la porte qui se refermait. Puis elle fouilla dans son sac à main et en sortit son carnet. Un dernier mot rejoint maintenant les autres. Chadimet. Le lendemain de l'arrestation silencieuse de Carlotta, le village de Saint-Marie-Mide s'éveilla dans un calme ensoleillé qui contrastait avec les courants sous-jacents. Dans le cimetière, les roses pliaient sous le poids de la rosée. Des enfants jouaient le long du chemin, leur rire vif mais hésitant, comme s'ils ressentaient, eux aussi, le silence qui s'était installé sur leurs aînés. Au presbytère, le salon autrefois utilisé pour les réunions paroissiales accueillait désormais une réunion bien plus sérieuse. L'inspecteur Craddock avait réuni une poignée de villageois, les plus impliqués dans l'affaire. Madame Stroh, la gouvernante, Monsieur Reeves, l'avocat. Lucas Galbraith,
maigre et pâle, récemment rentrée de l'hôpital. Et, bien sûr, mademoiselle Marple, assise sagement près de la cheminée, tricotant sur ses genoux, bien que les aiguilles aient à peine bougé. Il ne s'agissait ni d'un procès officiel, ni d'une déclaration publique. Mais Cradock estimait que la communauté méritait un peu de clarté. Et plus encore, il faisait confiance à l'instinct de Miss Marple. La vérité, comme la lumière du soleil, est plus efficace lorsqu'elle rayonne uniformément dans tous les coins. Il s'éclaircit la gorge tandis que le reste du thé était versé. « Je pense, commença-t-il, qu'il est temps de rétablir les faits. Vous avez tous entendu des bribes, des rumeurs, des soupçons, des fragments d'une histoire qui semblait évoluer à chaque heure. Mais grâce au remarquable souci du détail de Miss Marple, nous avons maintenant une vision beaucoup plus claire. » Lucas, assis près de la fenêtre, leva brusquement les yeux. Sa peau était tirée, ses mains crispées sur ses genoux. Tout d'abord, poursuivit Cradock, Madame Isadora Galbraith a bel et bien modifié son testament. Elle a désigné Mademoiselle Celia Warren, fille de Martin Galbraith et de l'infirmière Evelyn Partridge, comme son unique héritière. Elle entendait par là un acte de réparation discret. Le document était caché dans son écritoire en palissandre, un endroit en lequel elle avait plus confiance que dans le coffre-fort d'un notaire. Monsieur Reeves baissa la tête. Je n'ai appris le changement qu'après sa mort. Je regrette de ne pas avoir insisté pour qu'elle le fasse officiellement. Elle avait probablement l'intention de le faire, a déclaré Miss Marple, mais les événements l'ont rattrapé. Cradock hocha la tête. Entre Carlotta, une femme aisée et élégante, qui se présentait comme la compagne de Lucas, alors qu'en réalité elle avait ses propres droits sur l'héritage Galbraith. Il s'agissait de Celia Warren, utilisant le nom de Carlotta comme un déguisement. Non par culpabilité, mais par stratégie. Elle pensait pouvoir gérer la transition juridique plus sereinement en dissimulant son identité jusqu'après le décès de Madame Galbraith. Madame Strohalta. C'était Celia, mais elle l'a dit à tout le monde. Elle n'a jamais menti ouvertement, dit doucement Miss Marple. Elle laissait les autres tirer leurs propres conclusions. C'était très astucieux. Elle a visité le village, ajouta Cradock, s'est montrée visible, charmante et serviable. Entre-temps, elle a pu accéder à Rosewood House et au salon. Le jour du déjeuner, elle a offert un cadeau à Madame Galbraith, des macarons d'une pâtisserie parisienne, sa façon d'honorer un souvenir ancien entre elles. Mais elle l'a empoisonné? La voix de Lucas était faible, rauque. Cradock Sodin son regard. Oui, mais pas par haine, comme nous l'avions d'abord cru. Son mobile était l'impatience. Elle craignait que Madame Galbraith ne retarde l'exécution du testament, voire ne le révoque à nouveau. Elle pensait que la vieille femme était trop fragile pour franchir les étapes nécessaires et qu'en précipitant la fin, elle ne faisait que prendre ce qui lui était déjà promis. Elle m'a drogué, murmura Lucas. Elle a essayé de me faire passer pour un coupable. Elle ne pouvait pas se permettre un prétendant rival, dit Miss Marple. Votre disparition soudaine et votre confusion éveilleraient les soupçons et brouilleraient les pistes. Elle pensait qu'une fois que vous seriez hors jeu, elle pourrait revendiquer la succession sous votre nom si nécessaire ou sous son propre nom, une fois la situation retombée. Serait-elle sortie de là? Demanda Madame Stroh, la voix tremblante. Elle a failli y arriver, admit Cradock. Il n'y avait plus de poison dans la tasse. La boîte de pâtisserie était détruite. Le macaron avait disparu. C'est seulement grâce au souci du détail de Miss Marple, le nombre erroné de bonbons sur le plateau, le parfum du gardénia, le ruban manquant, que nous avons pu démêler le mystère. Et le testament? Demanda M. Reeves. Qu'en devient-il? C'est valable, dit Cradock. Celia Warren, vrai nom ou non, était l'héritière désignée. Mais en empoisonnant Madame Galbraith, elle a invalidé sa propre prétention. La succession sera désormais transmise au prochain bénéficiaire désigné dans le testament précédent, Lucas Galbraith. Lucas cligna des yeux. Elle a fait tout ça. Et j'hérite? La voix de Miss Marple était calme. On pourrait appeler cela de l'ironie poétique.
Il y eut un moment de silence, tandis que cette vérité s'installait dans la pièce. Madame Stroh posa alors la question qui résonnait silencieusement parmi toutes les autres. Mais pourquoi le gardénia? Pourquoi porter le même parfum que sa mère? Miss Marple baissa les yeux sur ses mains jointes. Parce que certains enfants portent le souvenir de leur mère comme un étendard. Evelyn Partridge fut humiliée, rejetée, effacée de l'héritage des Galbraith. Célia était peut-être venue à Rosewood pour un héritage, mais elle était aussi venue pour être vue, pour être connue. Elle utilisait le parfum de sa mère non seulement comme camouflage, mais aussi comme une sorte de signature. Une façon de dire « Vous l'avez peut-être oublié, mais pas moi ». Personne n'a parlé. Dehors, la cloche de l'église sonnait doucement au loin. Une longue note grave qui semblait traverser le jardin comme un dernier souffle. Craddock s'éleva. Il n'y aura pas de procès officiel, dit-il. Célia Warren a avoué avoir manipulé le corps et administré le sédatif à Lucas. Elle nie toute intention de tuer, mais assume l'entière responsabilité des conséquences. Elle n'a jamais voulu d'argent, dit doucement Miss Marple. Elle voulait autre chose. Quoi? Demanda Madame Stroh. La reconnaissance, dit Miss Marple. Et la vengeance. Lucas se leva et se dirigea vers la cheminée, posant une main sur le manteau. Elle a presque tout détruit. Oui, répondit Craddock. Mais finalement, elle a tout révélé. La réunion se dispersa peu après. Reeves s'attarda pour poser quelques questions formelles. Lucas resta silencieux, important. Seule Miss Marple resta assise, le regard attiré par le jardin, derrière la fenêtre, où les roses fleurissaient le long du vieux mur de pierre. Alors que les autres partaient, Craddock se tourna vers elle. « Tu avais raison dès le début, dit-il. Tu as toujours raison. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Non, inspecteur. J'ai juste été patient. C'est ça le secret. Les gens finissent toujours par dire la vérité. Parfois avec des mots. Parfois avec des bonbons, parfois avec le silence. » Il hocha la tête en inclinant son chapeau. « Merci. » Après son départ, Miss Marple ouvrit son carnet pour la dernière fois de la journée. Elle tourna les pages marquées d'indices, de noms et d'observations discrètes. Et sur une feuille vierge, d'une écriture fine et soignée, elle écrivit « La vérité n'est pas toujours douce, mais elle est toujours nécessaire. » La semaine qui suivit la discrète révélation au presbytère se déroula avec une étrange normalité, comme si Sainte Mary Mead, ayant expiré son souffle collectif, avait décidé de retrouver le rythme des et des recueils de cantiques. Mais ceux qui étaient à l'écoute des subtils courants sous-jacents percevaient la différence. L'air était plus clair, peut-être, mais il y régnait le silence distinct qui suit une tempête dont personne n'ose parler. À Rosewood House, les stores étaient de nouveau ouverts. Les fleurs fraîchement coupées avaient fait leur retour dans le hall d'entrée et l'horloge au-dessus de la cage d'escalier résonnait, à nouveau, son carillon n'étant plus discordant, mais doucement mélancolique. Lucas Galbraith s'était installé temporairement, ses gestes plus calmes qu'auparavant, ses manières plus posées. L'impudence qui marquait autrefois sa présence avait disparu. À sa place, une hésitation, comme si les murs même lui rappelaient à quel point il avait failli tout perdre et être blâmé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il avait rendu visite à Miss Marple une fois, sans prévenir, par un mercredi matin brumeux. Elle l'avait accueilli avec sa grâce habituelle, lui avait offert une tasse de thé d'assam et une assiette de biscuits aux amandes, et l'avait écouté tandis qu'il cherchait ses mots. Elle savait que je n'étais pas bon à rien, dit-il en fixant ses mains. Mais elle m'a quand même tout donné. Miss Marple ne l'avait pas corrigé, bien que le testament stipule le contraire. La succession ne lui avait été transmise que par formalité juridique. Célia Warren était l'héritière désignée. Pourtant, la décision d'Isadora de modifier le testament constituait, d'une certaine manière, une ultime épreuve de caractère. Et peut-être, pensa Miss Marple, cette épreuve était-elle toujours en cours. Elle t'a donné une chance, dit gentiment Miss Marple. Ce que tu en fais, c'est le véritable héritage. Il avait hoché la tête et était parti peu de temps après,
ne ressemblant pas vraiment à un homme racheté, mais peut-être à un homme commençant à comprendre ce que la rédemption pouvait exiger. Ailleurs, le village reprit ses habitudes. Les cloches de l'église sonnèrent pour les vêpres. L'épicier affichait à nouveau courges et groseilles à maquereau. Madame Bambury-Scott se remit à s'occuper des compositions florales pour la fête de la Saint-Jean, et mademoiselle Hartnell reprit sa campagne pour que les haies du terrain de cricket soient taillées à 8 centimètres près. Pourtant, derrière les portes closes, l'histoire était racontée encore et encore. La Docteur de Paris. L'héritage empoisonné. Le faux nom et le vrai enfant. Et toujours, au centre, Miss Marple, ses yeux bleu pâle voyant ce que personne d'autre ne voyait, sa voix douce démêlant ce que des esprits plus bruyants avaient noué. À l'église, le révérend Harmon a consacré un sermon dominical au pardon sans oublier. Il n'a cité aucun nom, mais le message était clair. Dans les petits villages, où la rancune pouvait s'enfoncer plus profondément que les arbres, c'était un doux appel à aller de l'avant sans amertume. Un après-midi, Miss Marple rendit visite à Madame Straw, qui avait pris quelques jours de repos après cette épreuve. Elles s'assirent dans le jardin, observant les moineaux voletant entre les treillis. Elle avait un don, cette Carlotta, dit doucement Madame Straw. C'est difficile à croire qu'elle, enfin, vous savez. Miss Marple hocha la tête. Le charme et le chagrin portent souvent la même robe. Ce n'est qu'en regardant l'ourlet qu'on voit la tache. Elle voulait être vue. Oui. Acquiesca Miss Marple. Et elle l'était, mais pas comme elle l'espérait. Madame Straw soupira. Penses-tu qu'elle ait jamais vraiment voulu la maison, ou juste la reconnaissance? Je pense qu'elle voulait les deux, dit Miss Marple. Mais c'était la reconnaissance qu'elle désirait le plus. Quand on grandit invisible, la tentation d'occuper l'espace devient très forte. Plus tard, rentrant chez elle sous un ciel strié d'or, Miss Marple passa devant la parcelle Galbraith, au cimetière. La nouvelle pierre tombale d'Isadora n'était pas encore arrivée, mais les anciennes se dressaient solennellement comme toujours. Geoffrey, Amelia, Martin. Là, entre la parcelle de Martin et une parcelle marquée seulement Eupartride 1920-1981, un jardinier bêchait tranquillement. Miss Marple marqua une pause. L'homme se redressa et hocha respectueusement la tête. « Ont-ils dit où elle serait enterrée ?» demanda-t-elle. « Mademoiselle Galbraith, dit-il. Oui, juste ici, à côté de son fils, et de l'infirmière. » Miss Marple sourit faiblement. Comme c'est approprié, murmura-t-elle, de reposer aux côtés de la femme qu'elle a un jour rejetée et du garçon qu'elles ont perdu toutes les deux. Elle parcourut le reste du chemin jusqu'à chez elle en silence, le seul bruit étant le doux craquement du gravier sous ses pieds et le chant occasionnel des moineaux dans la haie. Ce soir-là, assise près de son petit bureau, sa tasse de thé refroidissant à côté d'elle, elle ouvrit son carnet une dernière fois. Elle tourna les pages remplies de noms, de bribes d'observations, de petits croquis de rubans, de boîtes et de tasses à thé. Elle s'arrêta sur la dernière page et y réfléchit longuement. Puis, d'une main ferme, elle écrivit « Il n'a jamais été question que de volonté. Il s'agissait de blessures. Le temps oublie, mais pas les gens. » Et en dessous, dans une écriture soignée, affaires classées. Dehors, le crépuscule enveloppait Saint-Marie Mead d'un doux murmure de lavande et d'ombre. Un autre secret enfoui. Une autre tempête passée. Et quelque part dans le silence, inaperçue de la plupart, une vieille femme a plié son carnet, rangé ses lunettes et éteint la lumière. Près de 3 semaines s'étaient écoulées depuis que le mystère de Rosewood House avait été élucidé et les ruelles tranquilles de Saint-Marie Mead avaient retrouvé leur rythme familier. Mais si le village retrouvait son calme apparent, les conversations profondes continuaient de résonner sous les nappes de dentelle d'été de l'après-midi et le tintement des cuillères dans les tasses en porcelaine. Dans les salons et les petits salons, une question subsistait, plus douce désormais, mais non moins persistante. Celia Warren reviendrait-elle un jour? Son nom avait disparu du discours public, mais il subsistait dans la curiosité. L'image d'elle, une femme au passé brisé, née d'un scandale,
revenu sous un faux nom, puis disparu à nouveau, persistait comme un léger parfum dans les couloirs de l'esprit collectif du village. Miss Marple, bien sûr, avait souvent pensé à elle. Non pas par jugement, mais avec un mélange de tristesse et de considération. Après tout, la jeune fille n'était pas venue comme une criminelle. Elle était venue comme une question à laquelle elle n'avait jamais trouvé de réponse, ni de sa mère, ni de la société, et certainement pas de la femme qui avait autrefois gardé son sort sous silence. Miss Marple pensait précisément à cela par un jeudi après-midi tranquille, lorsqu'une lettre arriva, remise non pas par le facteur, mais en main propre. Elle provenait du presbytère, où un jeune visiteur s'était arrêté brièvement, avait laissé l'enveloppe et s'était éloigné avant qu'on puisse se renseigner. L'écriture était inhabituelle, mais soignée. Le papier était épais et de couleur crème. Miss Marple l'ouvrit lentement, ses doigts légers mais posés. « Chère Miss Marple, je ne vous écris pas pour vous remercier, même si vous avez beaucoup à me rendre, mais pour vous expliquer, ou du moins pour essayer. Quand je suis arrivé à Saint-Mary-Mead, je l'ai fait dans l'espoir d'y voir plus clair. J'y ai découvert toute autre chose, complexité, contradiction, souffrance. Et vérité. Je ne suis pas né avec un nom qui avait du poids. J'en ai emprunté un pour franchir des portes qui, autrement, resteraient fermées. Mais je n'étais pas préparé au prix de la vérité. Je comprends maintenant que vouloir quelque chose, même quelque chose de simple, peut nous aveugler sur la manière dont nous l'atteignons. La maison ne signifie plus rien pour moi maintenant. Mais savoir que j'ai existé dans sa mémoire, qu'elle a modifié son testament, qu'elle a essayé, à sa manière, de me reconnaître, ça veut dire quelque chose. Je m'en vais, plus loin que Douvres cette fois. Quelque part où je pourrais recommencer sans me faire passer pour quelqu'un d'autre. Si jamais vous pensez à moi, j'espère que vous ne penserez pas au poison ni à la tromperie, mais à une fille qui avait besoin d'être vue, et à une femme qui, l'espace d'un bref instant, l'a été. Cordialement, Célia. Miss Marple lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la plaça dans son tiroir, sous un brin de romarin pressé et à côté d'une photo usée de sa défunte cousine Marjorie. Elle ne fit aucun commentaire à voix haute. Mais un sourire effleura ses lèvres, non pas de triomphe, mais de compréhension. Ce soir-là, le vicaire l'invita à dîner au presbytère. Autour d'une truite pochée et de petits pois à la menthe, la conversation aborda brièvement les événements récents. Tout semble si calme maintenant, a déclaré le révérend Harmon, presque comme si rien de tout cela n'était arrivé. Miss Marple eut un petit rire. C'est arrivé. Les villages n'oublient pas. Ils apprennent simplement à porter leurs secrets avec une meilleure posture. Tu penses qu'elle reviendra? Je pense qu'elle l'a déjà fait, répondit Miss Marple. D'une certaine manière. Quand un mystère se termine, il ne disparaît jamais complètement. Il fait partie intégrante du lieu qui l'a touché. Rosewood se souviendra d'elle, qu'il le sache ou non. Lucas a été différent, a expliqué le vicaire. Plus calme, plus présent. Il a discuté avec le conseil paroissial de la possibilité de transformer une partie du terrain en jardin de lecture. Pour les enfants, Miss Marple leva les yeux avec un intérêt discret. Vraiment, il a même dit qu'il pourrait lui donner le nom de son oncle. Ou peut-être, dit-elle doucement, d'après son cousin. Le vicaire cligna des yeux. Tu crois qu'il sait? Peut-être pas toute la vérité, répondit Miss Marple. Mais suffisamment pour savoir que ce qu'il possède n'est pas entièrement mérité, et que pour le conserver, il doit en tirer quelque chose de bon. Dehors, les cloches de complices sonnaient doucement et au loin. Une brise d'été agitait les rideaux. Après le dîner, Miss Marple prit congé et rentra lentement chez elle à travers le village. La lumière déclinait, mais ses pas étaient assurés. Elle passa devant Rosewood House au loin, les volets entr'ouverts, le jardin ayant retrouvé son élégance formelle. Un jardinier siffla doucement en débarrassant les branches coupées, et le parfum de la lavande coupée flottait sur le mur. Elle ne s'arrêta qu'une seule fois, près du portail qui menait à l'étroit sentier derrière la haie. Ce même sentier où la boîte de macarons était probablement arrivée, où des pas silencieux avaient été faits,
et où un moment de décision fatidique s'était écoulé sans que personne ne l'observe. Miss Marple ferma le loquet derrière elle et continua son chemin. Lorsqu'elle arriva à son chalet, les premières étoiles commençaient à peine à apparaître. Elle alluma la lampe, mit la bouilloire à bouillir et sortit son carnet une dernière fois. Sur la dernière page, sous tous ces mots précédents, elle écrivit « La justice ne vient pas toujours du jugement. Parfois, elle vient du souvenir. Des histoires transmises in silence. » Des noms discrètement restitués. Elle tapota une fois son stylo, puis ferma définitivement le livre. Et tandis que la bouilloire commençait à chanter et que sa tasse de thé attendait patiemment à côté d'elle, Miss Marple s'autorisa un petit plaisir rare, un moment sans question, un mystère résolu, et la paix. C'était début septembre lorsque les derniers vestiges de l'affaire Rosewood s'estompèrent dans les mémoires, telle la brume le long des et après une longue pluie. St. Mary Mead se préparait pour la saison des récoltes. Des affiches d'église tachetées de soleil étaient épinglées à la vitrine de l'épicier, des banderoles à moitié pliées pour la fête annuelle des récoltes, et une nouvelle livraison de pain à la cannelle à la boulangerie annonçait le changement d'année. Miss Marple se tenait tranquillement dans son jardin, taillant les fleurs fanées de ses hortensias. Elle portait son chapeau de paille habituel et des gants doux, bien que le soleil ait commencé à décliner et que la brise laissait présager des jours plus frais. Elle travaillait lentement, non par rage, mais par habitude, mesurée, attentive, laissant son esprit vagabonder doucement tandis que ses mains s'occupaient de chaque tige rebelle. C'était le genre de tâche qui l'aidait toujours à réfléchir. Et il y avait matière à réflexion. L'héritage du testament de Rosewood ne résidait ni dans sa richesse, ni dans ses pièces controversées, ni même dans son effondrement dramatique. L'héritage, pensa Miss Marple, était humain, tissé entre les vies de 3 générations de femmes. Isadora Galbraith, avec sa fierté et son silence, Evelyn Partridge, avec son chagrin caché et sa force tranquille. Et Celia Warren, dont le désir l'avait entraînée dans l'ombre et presque engloutie. Et pourtant, à la fin, quelque chose avait été sauvé. Le village n'était pas devenu cruel. Aucune pierre n'avait été jetée. Les murmures s'étaient apaisés. Peut-être, pensa Miss Marple, certaines histoires ont-elles besoin d'être racontées non pas pour être jugées, mais pour être intégrées avec douceur à la structure d'un lieu, afin qu'il puisse respirer à nouveau. Elle leva les yeux, tandis que la porte grinçait derrière elle. C'était la jeune Lucie, la fille du boulanger, essoufflée par la course et qui tenait une petite enveloppe brune. « Ceci est pour vous, Miss Marple, » dit-elle, les joues rouges. Le vicaire a dit qu'il semblait provenir de l'étranger. Miss Marple la prit avec un murmure de remerciement. L'enveloppe ne portait pas d'adresse de retour, seulement un simple timbre étranger et son nom écrit à la main. Elle attendit que la jeune fille soit partie avant de s'asseoir sur son banc de jardin et d'ouvrir soigneusement la lettre. Le papier à l'intérieur était bleu pâle et sentait légèrement les agrumes et l'anx. « Chère Miss Marple, il y a des endroits ici où le soleil se lève sur les champs d'oliviers et de lavande, et où personne ne connaît votre nom à moins que vous ne le lui disiez. Je trouve cela réconfortant. Une sorte de liberté. J'ai commencé à travailler dans une petite auberge sur la côte. Rien de grandiose. Mais je fais le ménage, et parfois, on me laisse aider en cuisine. J'ai appris à faire une excellente tarte aux cerises. Ici, on m'appelle Celia. Pas Carlotta. Juste Celia. Parfois, au petit matin, je me rends à la chapelle au bord de la falaise. Il n'y a pas de cloche, seulement le vent et la mer. Mais j'allume une bougie pour elle. Non pas par culpabilité, mais par souvenir. Je pense qu'elle aurait apprécié. Finalement, elle a essayé de faire ce qu'il fallait. J'en suis convaincu. Merci de m'avoir reçu, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que j'essayais d'être. Le vôtre, Celia. Miss Marple plia lentement la lettre, son pouce effleurant le bord. Elle pensa aux mains de la jeune fille couvertes de farine, aux branches d'olivier courbées par le vent côtier, et à une bougie vacillant dans une chapelle dont personne ne connaissait toute l'histoire. C'était suffisant. Elle se leva, la lettre toujours à la main,
et se dirigea lentement vers le coin du fond de son jardin, où les buissons de lavande avaient poussé, hauts et argentés. Elle s'agenouilla et glissa délicatement la lettre sous les racines de la plus vieille plante. Un nom dans la lavande. Plus tard dans la semaine, Lucas Galbraith annonça lors du conseil paroissial qu'une partie du parc de Rosewood serait ouverte au public pour servir de jardin de la paix. Ce serait simple, dit-il. Quelques bancs, des arbustes à fleurs, une petite plaque. Rien de grandiose. Juste un espace de calme. Personne ne l'a interrompu. Une fois le jardin enfin planté, Miss Marple le visita un matin avant l'arrivée des hôtes. Elle arpenta le sentier fraîchement aménagé, le long des rosiers grimpants et des herbes douces, sa canne tapotant doucement les pierres. La plaque avait déjà été placée près de l'entrée. Petite et élégante, elle était sculptée dans la pierre lisse et fixée à un poteau en fer forgé. À la mémoire des ceux qui attendent d'être mémorisés, que la paix les trouve enfin. Miss Marple resta là un long moment, laissant la brise caresser sa jupe et le léger parfum des roses lui embaumer le nez. Puis elle se retourna et s'assit sur l'un des bancs, laissant son regard errer dans les douces courbes du jardin. Le vent s'est levé. Un rouge-gorge s'est posé sur le bord du chemin, s'est arrêté, puis s'est précipité vers la haie. Et pendant un instant, Miss Marple ferma les yeux. Il y aurait bien sûr d'autres mystères. Ainsi va le monde. Les secrets ont tendance à surgir là où personne ne les attend. Mais pour l'instant, dans ce petit coin de Saint-Marie-Mead, tout était comme il se doit. Calme, entier et au repos.